Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Pour ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Valentine, fondatrice de l'association Au fil de l'Ondena, une ferme éducative qui accueille des humains de 0 à 99 ans. Valentine est pédagogue spécialisée, mais surtout passionnée par la vie en pleine nature et la magie du lien avec les animaux. Notre conversation s'est déroulée en compagnie des lapins, chèvres, lamas, poules et d'un coq, le tout bercé par le doux murmure du ruisseau. Installe-toi confortablement, pourquoi pas en pleine nature, et régale-toi de cet échange inspirant. Voilà, c'est parti. Ah, je suis trop contente. Bon, bonjour Valentine. Bonjour, comment ça va? Écoute, super. Moi, je suis absolument ravie d'être là et puis de découvrir ce lieu. Enfin, je me réjouis de la conversation qu'on va avoir. En tout cas, merci de m'accueillir à l'Ondena. Tu peux me dire juste, c'est quoi ce nom? L'Ondena, ça signifie le ruisseau paisible en patois fribourgeois. Magnifique. En tout cas, c'est paisible ici. On va raconter tout ça, mais on est au bord du ruisseau paisible et entouré de poules, d'un coq, d'animaux. Enfin bref, ça va être une conversation géniale. Tu vas nous raconter tout ça. Mais moi, j'aimerais d'abord raconter un peu comment ça se fait que je suis là, parce que mes auditeurs et auditrices, ils le savent. Moi, je suis passionnée des constructions que la vie, elle fait pour que quelque chose se mette en place. Et là, on va remonter 13 ans quand même en arrière avec Sandra Claire, qui a pris un cours de portage. Et Sandra, c'est devenue une très fidèle auditrice de Bibloom Podcast. Et elle m'a déjà fait souvent des retours sur des podcasts. Et quand elle a entendu que j'étais à l'île Maurice et que j'ai parlé des tisserins, des oiseaux que j'ai adorés sur cette île, en fait, qui construisaient des nids exceptionnels, j'ai passé beaucoup d'heures à les regarder. Et Sandra, elle m'a fait un message et elle m'a dit « Oh, tu peux me ramener un nid ?» Moi, j'ai dit « Ok, j'ai réussi à trouver une boîte. » J'ai réussi à mettre un nid dedans. J'étais très pressée avant de repartir pour un autre voyage, mais j'ai réussi à croiser Sandra. J'ai dit, j'ai ton nid. Et là, elle m'a parlé de toi. J'ai dit, ouais, écoute, pourquoi pas, mais j'étais dans plein de projets, j'étais très occupée, tout ça. Et puis, quelques temps plus tard, elle me fait un mail, enfin, il y a 3 semaines peut-être comme ça, elle me fait un mail et elle me dit, j'ai entendu ton podcast avec David Perrou. Oui. J'ai pu dire à Valentine que son livre était sorti. C'était génial. Et elle utilise ce lien pour faire de nouveau le contact avec toi. Et donc, le lien avec Bibloom Podcast et David Perrou que j'ai adoré interviewer. Enfin, tout était là. Et là, alors, elle me dit, bon, tu as fini maintenant tous tes voyages. Je m'inquiète que tu t'ennuies. Et je pense que ça serait bien, pour t'occuper, ça serait bien que tu rencontres Valentine. Et là, j'ai dit, bon, ok, c'est bon, je vais envoyer un mail à Valentine. Et tu as répondu positivement, voilà. Enfin, qu'est-ce que la vie a organisé pour qu'on se rencontre aujourd'hui? Et moi, je trouve que c'est magique. Ah oui, mais la relation avec Sandra s'est faite de la même manière. Donc, je trouve que c'est un joli clin d'œil de je ne sais pas trop d'où. Voilà. Alors, raconte-nous, toi, ta rencontre avec Sandra, ou comme ça, on finit le chapitre Sandra, qu'on salue d'ailleurs, bien sûr. Mais oui, on la salue, puis je me réjouis d'avoir déjà son retour après cette discussion. Alors Sandra, je la connais depuis que je suis toute petite, puisque Sandra et mon grand frère ont eu une jolie histoire d'amour. Et donc Sandra, elle est comme ma sœur. Oh, c'est beau. Et puis on a toujours gardé contact, même lorsque leur longue histoire d'amour s'est terminée. On a continué à garder ce lien, on l'a nourri. Et puis, je pense qu'on a cette sensibilité pour la nature, pour ce qui nous entoure, tellement fort. Je ne suis pas étonnée qu'elle ait demandé un nid, par exemple. C'est ce genre de petites choses pour les autres qui sont très grands pour nous et très importants.
Et donc, dès lors qu'on a imaginé ce beau projet de l'Ondna, c'était sûr que la première personne qu'on allait engager pour y semer des petites graines, c'était Sandra. Wow. Donc Sandra, elle est dans cette aventure de l'Ondna depuis le départ, depuis le Exactement, début. oui. Alors, raconte-nous, c'est quoi ce projet? C'est quoi l'Ondna? Alors, l'association Au fil de l'Ondna, elle est née en 2022. Depuis bien bien longtemps, elle était déjà dans un coin de ma tête. Et puis, c'est une association, un lieu où on tisse des liens entre les gens. De mon passif de pédagogue spécialisé, j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants en situation de handicap. Dans ma pratique, je trouvais qu'il manquait des espaces pour eux, pour se reconnecter, se connecter à la nature. Très souvent, ils sont dans des lieux fermés. Et pour moi, c'était difficile d'imaginer des activités, des apprentissages entre quatre murs. Et donc, j'ai proposé à mes collègues qu'on parte à la ferme, qu'on découvre le monde des animaux, de la forêt avec nos élèves, notamment nos élèves ayant un TSA, un trouble du spectre autistique. Et puis la première expérience s'est bien passée. On a observé un tout petit qui avait 4 ans et demi, 5 ans à l'époque, qui a eu son premier eye contact avec quelqu'un. Ça l'a ému, il a eu les larmes aux yeux et c'était avec une poule. Oh, C'était un moment hors du temps, c'était un moment magique. ça me fait les frissons. Oui, moi aussi. Et c'est pour ça qu'on est entouré de poules ici. C'est aussi pour ces frissons-là qu'on a envie, en fait. On en devient accro. Et puis, retour à l'école et en fait, plus du tout le même enfant. Il n'y avait plus cette même ouverture, cette curiosité d'aller voir vers l'autre finalement. Et j'ai émis l'hypothèse que c'était l'environnement qui avait favorisé en fait ce moment d'ouverture. Et donc là, tu étais allée chez quelqu'un dans une ferme. Voilà, exactement. Qui était d'accord de vous accueillir. Exactement. D'accord. Mhm. Mais ce que j'ai observé, c'est que dans cette ferme, par exemple, et puis après, il en a suivi bien d'autres, puisque j'ai fait beaucoup de recherches pour retrouver une ferme où tous mes élèves pouvaient se sentir suffisamment à l'aise pour eux-mêmes créer du contact, avoir de nouveaux inputs dans leur tête pour créer quelque chose. Et puis, c'est des élèves qui sont très sensibles, qui ont une sensibilité toute particulière et je ne trouvais pas ni le bon lieu, ni les animaux qui étaient suffisamment bien pour qu'il y ait cette rencontre. Donc, il a fallu créer le lieu, l'endroit. Et puis en 2018, on est venu visiter cette maison. En 2017, en septembre 2017, on est venu visiter cet endroit avec mon mari. C'était mon copain à l'époque. Et puis, après 5-10 minutes ici, on était tombé sous le charme du lieu qui ressemblait pas du tout à ça à l'époque, qui était complètement abandonné. C'est une ancienne scierie, donc c'était une entreprise. Il y avait aussi la banque Raiffeisen dans le sous-sol. Enfin, c'était déjà un lieu de passage, au fait, mais qui n'avait pas la même fonction, en fait. Et puis on s'est mariés ici dans la forêt, on a rénové donc l'ancienne scierie pour que ce soit praticable pour des enfants en situation de handicap, des personnes âgées en fauteuil roulant par exemple. Donc on a fait quelques modifications pour que tout le monde puisse être accueilli à la ferme. Et donc ça c'est votre lieu de vie? Exactement, donc nous on vit dans la partie habitable qui est en haut. D'accord. Dans la maison et puis tout le reste, on l'utilise pour nos ateliers, pour accueillir les gens qui ont envie de passer par là. Donc là, tu nous as accueillis dans le canapé forestier. Exactement, c'est un canapé forestier. Le premier canapé forestier inclusif du canton de Fribourg. D'accord. Qui a été réalisé et imaginé par des élèves du CEP à Estavayer-le-Lac, qui est une structure, une école spécialisée. Et puis ce sont nos élèves adolescents qui ont imaginé et construit ce canapé. Donc tu parles beaucoup d'élèves. Comment ça fonctionne? Tu as des classes qui viennent ou tu as des maîtresses de différentes classes qui s'adressent à... Enfin, comment ça fonctionne tout ça? Une grande partie, c'est du bouche à oreille, puisque au tout début, quand on a débuté ces ateliers, nous étions dans une autre ferme, dans un village voisin, avec d'autres collègues éducateurs spécialisés. Et en fait, c'était les gens avec qui on était à l'université ou avec qui on a travaillé, nos anciens collègues qui venaient avec leurs élèves à la demande. Et puis nous, on imaginait des projets à la journée ou à la demi-journée,
selon les envies et les besoins et aussi parfois les difficultés des élèves qui empêchaient de faire une journée complète par exemple. Et au fil des saisons, on proposait des projets différents. Et puis petit à petit, c'est des enseignants qui ont dit mais on voit les progrès chez nos élèves, il faut qu'on le fasse de manière beaucoup plus récurrente pour que c'est un véritable impact dans leur quotidien. On avait des élèves qui demandaient ça à leurs enseignants de venir une fois par semaine au minimum, quoi. Et donc on a petit à petit commencé ces ateliers là-bas. Ensuite, ils ont vendu la ferme, nous on a repris ici les ateliers. Et donc là, maintenant, on est en contact avec le Sésame, qui est le service de l'État pour l'enseignement spécialisé et les mesures d'aide. Et donc, on a pu rencontrer toutes les directions des écoles spécialisées du canton. Et puis, les classes s'inscrivent, enfin, les enseignants nous contactent, on imagine des projets ensemble. Et ensuite, on définit la fréquence, principalement liée au budget, finalement, puisque souvent, c'est ce qui empêche qu'on soit... qu'on puisse fonctionner, tenir sur toute la semaine, durée. Exactement. Parce que nous, on les accueillerait évidemment beaucoup plus souvent si on pouvait. Alors, explique-nous un peu en termes de budget, comment ça fonctionne justement. Oui. Alors, donc ça, ce sont les projets Topinambour, comme on les appelle, c'est les projets avec les classes spécialisées. Et donc, les budgets, soit les classes ont suffisamment de fonds et puis ils payent pleinement leur atelier. Sinon, nous, on a monté un fonds avec l'association Au fil de l'Ondna. Donc, nous, on recherche des sous. Et puis ensuite, on répartit selon les demandes avec des ateliers subventionnés. Par exemple, une classe spécialisée qui aimerait venir faire un atelier ici d'une demi-journée, c'est 280 francs. Et puis, comme ce budget-là, très souvent, les écoles ne les ont pas, nous, on prend dans le fond les 230 francs et la classe spécialisée paye plus que 50 francs. Et là, c'est toute une classe qui peut venir. Une classe spécialisée, c'est combien d'élèves peut-être? C'est entre 6 et 8. D'accord. Oui. Et puis, tu peux accueillir qu'une classe à la fois, j'imagine. Ça dépend un petit peu le style de projet. Si c'est vraiment un projet de classe et puis on fait des projets suivis, c'est-à-dire qu'ils viennent 1 à 2 fois par mois, là, on aime bien avoir toujours le même petit groupe, aussi pour permettre à chaque enfant de trouver sa place, de nous pouvoir observer quelles sont les appétences, soit par rapport aux activités, soit par rapport à la relation avec les animaux. Donc là, on aime bien les petits groupes. Mais après, on a aussi des groupes qui viennent 1, 2, 3 fois par année. Et là, des fois, on réunit plusieurs classes. Si ça fait sens, parce que ce sont des classes qui se côtoient dans leur école, on adore. Et puis après, depuis 2 ans, on propose des ateliers inclusifs. Donc, on mixe des classes enfantines du spécialisé et de l'ordinaire. D'accord. Et là, ça donne des grands groupes d'une 20aine d'élèves. Les enseignants se rencontrent, les enfants créent leurs activités ensemble. Puis ça, c'est génial. Ça, c'est notre gros coup de cœur. D'accord. Et quel genre d'activités est-ce qu'ils font, ces enfants, quand ils sont là? Alors concrètement, comme nous ce matin, on se rencontre dans le canapé forestier. Ici, on prend le temps de se dire bonjour à sa manière, c'est-à-dire avec les gestes ou avec des pictogrammes, ou avec des petits regards, avec le silence. C'est bien possible aussi de se dire bonjour de cette manière-là. Ou alors dans la pleine joie et l'excitation du moment. Ici, on partage toujours un moment convivial autour d'un petit goûter, soit qu'on a réalisé ensemble, tous ensemble, avec le feu, qui est le foyer central du canapé forestier, où on prépare plein de petites choses. Ou alors, parfois, ce sont les classes qui amènent quelque chose qu'elles ont confectionné en classe pour faire goûter aux autres. Et puis, on propose aussi des histoires. On aime bien raconter des histoires vivantes, qui sont interactives et surtout très sensorielles. On remarque qu'à la ferme, tous les sens sont en éveil à tout moment. Et puis, le moment de conte, ça s'y prête bien. On parlait tout à l'heure d'attention. Les attentions sont très importantes pour nous parce que c'est par là que passent les apprentissages. Et puis, quand on a bien mangé, bien bu, ensuite on peut être attentif. Et si en plus on vient y mettre tous nos sens autour du conte, on trouve que c'est un moment, un lieu où on peut parler de tout, puisque les contes pour enfants, ils sont remplis de toutes ces histoires de vie finalement. Et c'est transmis de manière si simple et authentique qu'on peut parler de tout.
Donc, ça commence par l'accueil, le conte. Et puis après, les ateliers, alors? Mhm. Alors, donc là, on est déjà au cœur de l'atelier puisqu'on prépare aussi la relation eux et nous. Oui. C'est-à-dire que d'une fois à l'autre, on a eu des histoires de vie entre deux. Donc, on reprend contact. On regarde comment on se sent, comment on va. Et puis, si on voit beaucoup d'excitation, on va proposer plutôt un moment calme auprès des animaux. Si on voit que c'est une énergie, mais qui est plutôt créative, créatrice, on va partir chez un autre animal, peut-être proposer d'autres choses. Donc, dès lors qu'on a vraiment pris contact, qu'on a pris le temps d'observer, ensuite, on sort du canapé, on lui dit au revoir et on part vers les animaux. Chez nous, on a la chance d'avoir 3 chèvres qui nous regardent en ce moment. Voilà. Oui, c'est ça. Qui sont à la place de pour jeu. l'instant. Ouais. Je pense qu'il y a encore Barbouille. Ah, là-bas, il y a U-Point. Ah oui, voilà, je les vois les 3. Barbouille et Tache Blanche. Magnifique au soleil, en plus, c'est juste la vue. C'est extraordinaire. C'est la météo idéale pour les chèvres. Oui. Elles aiment le soleil. Donc on a les chèvres. Aujourd'hui, on a les lamas qui sont aussi ici en forêt, puisqu'il y a le soleil, elles peuvent venir manger de l'herbe. Donc d'habitude, elles sont un petit peu plus loin, plus isolées dans leur coin, mais aujourd'hui, elles nous ont rejoints près du canapé. Tu as combien de lamas? Aussi 3. Aussi 3. Bijou, notre chef, et puis les 2 sentinelles, Ophélia et Brigande. Et puis, nous avons nos 4 lapins qui voyagent là parmi nous. Il y a Chouchou qui vient de passer. Et ensuite, on a toutes nos petites poules. Là. On a 7 poules et puis un coq. Oui, elles sont très chouettes, les poules. Elles viennent nous dire bonjour, elles repartent, elles reviennent. Le coq est venu aussi. Et puis maintenant, ils vivent leur petite vie. Exactement. Magnifique. Et donc, avec les animaux, les enfants peuvent les caresser ou les observer? C'est tout à fait ça. C'est avant tout les observer. Puisque ce qu'on remarque depuis que les ateliers ont ouvert, on remarque que les enfants, vis-à-vis des animaux, ils ont des super observations, ils émettent des commentaires et ils ont des questions. Et à l'on-là, on n'est pas dans le faire. Avant tout, on est dans l'être. Et observer, c'est déjà faire beaucoup. Donc, on évite de trop toucher, caresser, prendre sur soi. On est plutôt à observer quelle est la communication du congénère qui est en face de nous finalement. Et donc très souvent les enfants sont OK de ne pas toucher. C'est souvent les adultes qu'on doit réapprendre à observer avant de toucher. Et donc nous on a des animaux de proie, c'est-à-dire qui ont des prédateurs. Donc les enfants ils vont observer, ils vont rentrer en interaction. Parfois, il y a des regards. Parfois, il y a tout d'un coup une chèvre qui va nous frôler. Ça va créer une émotion. Et nous, Sandra, mes collègues et moi, on va leur proposer de regarder l'émotion qu'ils ont vécue. Et ensuite, on va en discuter. Ah, qu'est-ce que ça te procure quand le lapin, il part, alors que toi, tu as envie qu'il vienne vers toi parce que tu as ton petit bout d'endive et puis le lapin, il part. Et c'est quoi ça ? Puis là, l'enfant, il va verbaliser, il va peut-être dire qu'il est triste, qu'il est fâché. Parfois, il est content parce que parfois, un lapin, ça peut faire peur parce que ça a des grandes dents et des grandes oreilles. Et puis, en fait, on va parler d'émotions, on va parler de qui on est dans ce moment-là. Et puis souvent, il y a des petits soins à apporter. Donc, par exemple, d'aller amener de l'eau, une grosse arrosoir d'eau quand on est tout petit et puis qu'on doit verser en plus dans un tout petit récipient. C'est tout ce genre de petits moments-là qu'on va prendre le temps ensemble d'offrir des réussites ensemble. C'est-à-dire qu'au tout début, quand on a un enfant de 4 ans qui porte ça, souvent les parents disent « Ah non, mais il ne va pas arriver » ou bien les enseignants « Non, mais c'est trop lourd pour toi ». Et bien nous, on va prendre le temps d'observer l'enfant ce qu'il va en faire. Parfois, ça sera versé un peu avant, à côté pour alléger. Ou alors, c'est je vais y arriver coûte que coûte, même si on aura partout, c'est égal. Et puis, en fait, dans la nature, ça, c'est pleinement OK. Donc, c'est des moments de soins, c'est des moments de partage, de découvrir les herbes qui nous entourent, qu'est-ce que l'animal il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Ça peut être aussi le nettoyage de leurs enclos. On a certains élèves qui adorent nettoyer les cacas de la main parce que ça ressemble à des petites pastilles de chocolat et que c'est trop rigolo, puis ça sent pas trop mauvais, donc en plus c'est super. Et on observe que ça, c'est des moments incroyables.
Et alors, quand on est arrivé, je suis venue avec mon amie Florence. C'était pas prévu, mais je suis ravie qu'elle soit là. En plus, elle fait quelques photos. Enfin, bref, c'est juste génial. Et donc, on arrive toutes les deux et je t'informe donc que c'était pas prévu, mais qu'elle est là. J'avais pas de doute que ça serait OK. Et tu lui demandes si elle a entre 0 et 99 ans. Ce qui est donc le cas, c'est confirmé. Elle est dans la fourchette. Et donc, puisqu'elle est dans cette fourchette-là, elle est bienvenue ici. Donc, ça veut dire que tu n'accueilles pas que des enfants ici. Non, effectivement. L'ONA, c'est un lieu où on aime créer des liens. Et le lien intergénérationnel est très important pour nous. Tout ce que vous voyez ici a été construit, imaginé, créé par des 0 de 99 ans, au fait. Puisque on a la chance d'avoir autour de nous plein de petites fourmis qui gravitent. Et dans ces fourmis-là, il y en a des un peu plus sages, qui ont un peu plus d'expérience pratique, par exemple dans la construction. Eh bien, on a la chance d'avoir ces gens-là qui ont mis à profit leurs connaissances, leur savoir, pour venir fabriquer, créer des choses avec nos élèves, par exemple. Donc, c'est clair que au niveau du travail, on a besoin ici pour le lieu de gens qui ont entre 0 et 99 ans pour les idées et puis pour la mise en place. Et puis autrement, lors de nos ateliers aussi, par exemple, on a les ateliers petits pois. Ce sont les ateliers pour les 0-6 ans. Et ces 0-6 ans, ils viennent accompagnés d'un adulte, que ce soit un grand-papa, une grand-maman, un oncle, une tante, etc. Et donc là, c'est pas forcément des enfants en situation de handicap, ou ça, c'est pour tout public. Tout public. Mais inclusif, c'est-à-dire que tout le monde est le bienvenu, quelle que soit sa manière de fonctionner, sa manière de réfléchir ou de s'exprimer. On a aussi les ateliers haricots, ce sont aussi des duos parents-enfants, mais avec des enfants un peu plus grands. C'est à partir de 5 ans jusqu'à 13 ans. Et là aussi, il y a des grands-parents qui viennent, des gens de tous âges. Et puis l'idée, c'est de un maximum créer du lien entre les générations. On n'est pas un lieu où on va animer des ateliers, on ne va pas garder des enfants. L'idée, c'est vraiment de retrouver un lien entre des duos. Et puis, à cette occasion, on va aller rechercher l'enfant chez chaque adulte. Et ce qu'on observe, c'est plus les gens deviennent âgés, donc plus ils approchent des 99 ans, plus ils ont de facilité à revenir quand ils avaient 2-3 ans. C'est-à-dire qu'en touchant la terre, en ayant un accès aux animaux, on est quand même dans le canton de Fribourg où il y a beaucoup de nos aînés qui ont vécu à la ferme, qui ont été dans le milieu agricole. De renouer un contact avec leur petite enfance, ça crée beaucoup d'émotions. Et puis, parfois, ils n'ont pas eu l'accès de l'expliquer ou de l'exprimer auprès de leurs petits-enfants. Et puis, à la ferme, ça se fait spontanément. Ouais. Oh, c'est beau. Et donc, c'est quand même à la base des ateliers qui s'adressent à un public enfant. Et puis, les adultes viennent avec. Ou tu as des ateliers pour des adultes aussi ou... Oui, voilà. aussi. Il y a tout à la ferme. Alors, oui, on accueille aussi des adultes, notamment pour de la formation continue. On accueille des enseignants spécialisés, aussi certaines entreprises qui sont venues se former chez nous. C'est plus de l'ordre de team building ou de moments où on va se reconnecter à soi, son soi profond. Et tout ça dans ce milieu extraordinaire qu'est la ferme. Et puis, on parlait de Sandra tout à l'heure. Et le grand talent de Sandra, c'est sa spontanéité et son théâtre d'improvisation. Et tous ces exercices qu'elle a pu proposer ici aux adultes me permettent de vivre des expériences uniques et très enrichissantes. Elle permet aussi de créer un lien solide entre des équipes. Donc on a cette partie-là qui est plutôt formative, qui s'adresse plus à des professionnels. Et on a aussi accueilli à plusieurs reprises des clubs services, notamment le Kivanis ou les Sœurs Optimistes, pour des moments d'échange sur l'entrepreneuriat, sur qu'est-ce qui fait leur quotidien et qu'est-ce qu'on pourrait revenir chercher dans cette nature qui est juste magnifique et qui nous permet d'imaginer un avenir peut-être un peu moins proche des ordinateurs, mais un peu plus près de l'humain et du concret, de l'essentiel. Quel beau projet, vraiment bravo. Alors, quels sont les challenges un peu dans ce projet? Tu mentionnais des recherches de fonds, par exemple, ou du personnel qui travaille là. Combien il y a de personnes, d'ailleurs, qui gravitent autour du projet et qui t'aident là-dedans? Alors, actuellement, nous sommes 6 personnes au comité.
Oui. déjà. Donc là, c'est toute la partie réflexive, recherche de fonds, etc. On a une marraine, Liliane Gallet, qui est députée au Grand Conseil et qui nous aide beaucoup pour toutes les questions liées aux recherches de fonds, aux subventions cantonales, etc. Et puis autrement, sur le terrain, nous sommes 3 collaboratrices, Sandra, Célia et moi-même. Donc moi je suis la responsable des projets et ensuite je lance des coups de téléphone ou des petits SMS et très souvent dans la minute j'ai une réponse oui. Tous les nouveaux projets en général trouvent facilement des collaborations, collaboratrices. Et puis autrement on a 8 bénévoles qui permettent aussi de venir nous donner des coups de main à certains moments pour de la co-animation d'ateliers ou lorsqu'on entreprend plus de travaux. On a aussi Myriam qui est très douée de ses mains et qui fabrique tout un tas de jolies petites choses artisanales pour qu'on puisse aller vendre sur les marchés, parce que ça fait partie aussi de nos projets, c'est d'être un maximum proche de la population, donc on va souvent au marché. Et puis là, on peut vendre plein de jolies choses grâce à Myriam, notamment. Donc, les 3 collaboratrices, ce sont des personnes qui sont salariées de l'association. Oui. Et puis les bénévoles. Donc, comment vous trouvez des fonds ou quels sont vos besoins ou quels sont vos challenges par rapport à toute cette organisation? Actuellement, l'objectif numéro 1, c'est de pouvoir pérenniser nos projets parce que chaque année, c'est la croix et la bannière pour trouver des sous, pour que nos élèves puissent venir. Toute la partie où c'est pour le public, ben là, c'est les privés qui payent leur part. Et donc, avec cette partie financée, une partie, on est réinjecté dans les salaires, mais ce ne sont pas des salaires qui sont au prorata des compétences et du nombre d'heures passées. Ouais, j'imagine bien. Parce que c'est sans fin. Moi, je travaille à 150% pour la ferme et puis j'ai vraiment une toute petite partie qui est rémunérée. Donc là, maintenant, ça serait l'idéal, ça serait de trouver un mécène qui croit en nos projets et qui voit ce qui les se passe. résultats et qui, on fait appel à un mécène. Je sais pas, peut-être que chez Bibloom Podcast, il y a des mécènes ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait être intéressé. On lance l'appel, en tout cas. Oui. Parce que c'est vrai, c'est tellement passionnant. On sent bien la passion en toi, on sent bien les résultats que tu peux avoir et tout ça, mais c'est clair, rien que de voir tout ce qu'il y a là. Ces animaux, il faut les nourrir, certainement aussi. On voit bien que de toute façon, il y a des frais. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui devraient être rémunérés. On peut bien imaginer un peu le challenge que c'est et puis que ce n'est pas forcément l'endroit où il y a le plus d'argent qui arrive. Parce que l'argent, il y en a quand même beaucoup qui circule, qui est accessible. Il y en a bien plus que nécessaire. Mais elle ne se dirige pas forcément facilement vers les endroits où elle pourrait... l'argent, il pourrait apporter les plus grands bénéfices au niveau humain, nature et sens et valeur. Tout à fait. Donc, on va essayer de créer comme une rivière là, de flux financiers qui arrive vers vous. Ça c'est de l'argent bien investi parce qu'effectivement, il y a des progrès fulgurants chez les enfants, dans les familles. Finalement, ça n'a pas de prix. Et parfois, quand on nous demande de quoi on a besoin, nous, on aimerait avoir la possibilité de mettre tout notre temps et toute notre énergie pour accompagner. Et finalement, tout le temps qu'on perd à remplir des dossiers pour des subventions et des subventions qui, au final, ne tiennent pas la route au niveau du montant récolté. Alors, c'est vrai que là, s'il y a des gens qui ont des connaissances, et puis effectivement, pour nous, le bouche à oreille, ça fait vraiment sens parce que depuis que l'ONA existe, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui nous connaissent à des endroits qu'on ne sait pas comment, mais on continue de semer ces graines et on se dit que c'est pas possible, ça va un jour tomber dans les mains de quelqu'un qui va ressentir cet invisible qui se passe ici et qui va suffisamment y croire pour nous permettre de continuer nos projets. Est-ce que peut-être... moi, je ne sais pas pourquoi j'adore parler d'argent. C'est parce que souvent, c'est tabou tout ça. Est-ce que tu as un chiffre que tu peux dire? Quels seraient les besoins financiers pour une année? Il faut faire tourner l'association confortablement pendant 1 an. Ça veut dire quoi exactement? Le montant exact, je ne pourrais pas... Une fourchette. Une fourchette. C'est vrai qu'avec 80 000 francs,
on est déjà content. C'est déjà un montant qui pourrait nous permettre de fonctionner. Une certaine sérénité. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on pourrait pérenniser nos projets qui sont en place et ça pourrait nous permettre de rebondir sur d'autres projets qui sont à portée de main, qui sont nécessaires, qu'on observe qu'il y a des besoins. Et actuellement, on ne peut pas aller au bout des choses. Donc, je dirais, pour moi, ça serait le chiffre qui serait... Moi, je ne parle pas beaucoup d'argent. J'ai des responsables financiers dans l'association qui sont extraordinaires. D'accord. Bon, tu te fais un peu le porte-parole parce qu'ils ne sont pas là maintenant. Non. Mais ok, on va essayer de soutenir un peu par ce biais-là. Profitons-en. Merci. Moi, je ne parle pas d'argent, alors ça m'arrange que quelqu'un... Voilà. Merci. Tu sais que c'est fou parce que pas plus tard que la semaine dernière, j'ai rencontré 2 personnes qui m'ont dit toutes les deux: ah, mais c'est super de pouvoir parler d'argent avec toi. C'est rare qu'on puisse parler d'argent. C'est vrai. Et ça m'a étonnée. Je dis: ah bon? Je sais pas, faut croire. C'est bien en tout cas de pouvoir en parler pour quelque chose qui est aussi nécessaire. Donc voilà, parlons d'argent. On peut aussi changer de sujet. En tout cas, l'appel est lancé à tout mécène. Ok. On rebondit sur quoi, là? Moi, je parlerais volontiers de mes lamas, si Vas-y. ça t'intéresse. Ah, absolument que ça m'intéresse. Parle-nous des lamas. Ils sont là les 3, sous nos yeux. Elles sont toutes venues là, à ce moment-là. Oui, elles ont dû sentir qu'on allait parler d'elles. Une sentinelle et notre chef qui sont là. J'entends les enfants qui sont à la rivière et je vois que la chef est un petit peu inquiète. Alors, je me permets un rapide coup d'œil pour voir que tout se passe bien. Ça a l'air d'aller. Oui, les lamas, c'est la rencontre, la belle rencontre de ce projet. Puisqu'au tout début de notre aventure à la ferme, donc dans la précédente ferme, il y avait 2 alpagas. Et puis, j'ai accueilli un élève en médiation animale, donc la zoothérapie. J'ai moi-même suivi une formation de zoothérapeute éthique. Et lors de l'un des ateliers, cet enfant qui pleurait H24 s'est complètement arrêté de pleurer au moment où un alpaga s'est approché de lui. Oh. L'alpaga lui-même a commencé à pleurer sur la même fréquence que cet enfant. Cet enfant s'est arrêté de pleurer, il s'est assis dans la neige. Et là, on était 4 adultes autour à ne pas savoir qu'est-ce qui était en train de se passer. Encore à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai vu ça à plusieurs reprises. J'ai pu observer la présence du lama et qu'est-ce que ça procure, notamment chez les enfants ayant un TSA, ayant un trouble du spectre autistique. Les lamas, ce sont mes collègues, ce sont mes plus proches confidentes, puisque à chaque fois qu'une situation m'échappe, je peux aller vers elle et observer comment est-ce qu'elle se comporte avec moi, comment elle se comporte avec la personne. Et dès lors que les comportements changent, la manière dont ils se manifestent aussi entre eux, j'ai quelques réponses sur ce qui est en train de se passer. Et donc, jour après jour, j'apprends encore et toujours la philosophie du lama, puisque ce sont des animaux extraordinaires. Ce sont des animaux qui ne se touchent pas, avec qui on n'a pas de contact physique, même entre elles. Elles ne font pas de câlins ou elles n'ont pas d'affrontement physique. C'est une hiérarchie bienveillante, contrairement à l'humain, à l'animal terrestre. Dans les petits camélidés, ce sont les seuls mammifères terrestres qui ont cette hiérarchie bienveillante, c'est-à-dire qu'il y a un statut, mais il n'y a pas de lutte de pouvoir, et c'est les prédispositions génétiques qui font qu'on accède à tel ou tel statut. Donc même un petit bébé femelle, on va oser, peut devenir chef de 100 autres congénères adultes, mâles. C'est vraiment les prédispositions et c'est par le souffle en fait qu'elles communiquent. Donc c'est-à-dire tout à l'heure je ferai vraiment une joie de pouvoir vous présenter auprès de Bijou, Brigande et Ophélia. Est-ce qu'on peut aller voir? Ah volontiers. On va avec nos micros là, tout notre appareil. Écoute, allons-y. On va déplacer tout ça. Je vais devant. Vas-y, je te suis. Donc là, on quitte notre canapé forestier. On va aller au soleil en plus, voir ces lamas. Je vais juste siffler.
Alors là, elles nous regardent toutes les trois. Et c'est 3 femelles, non? Tu as dit qu'il y Oui, a c'est 3 femelles. Oh, c'était trop joli. Donc, tu as commencé à siffler. Elles ont levé la tête, toutes les trois, exactement dans la même position. Elles sont retournées pour nous regarder. Puis là, bon, elles ont quand même pensé que c'est mieux de continuer de brouter. Donc là, on a les deux plus foncés, ce sont les sentinelles. Donc ce sont les lamas qui vont avoir leurs oreilles en forme de banane. C'est des lamas, pas des alpagas, donc en forme de banane. Elles vont venir nous regarder. Et c'est leur manière de savoir est-ce qu'il y a un danger. Voilà, l'autre sentinelle. Oui. En forme de banane, en effet, les oreilles. Et puis au centre, il y a Bijou. Bijou, c'est notre chef ou notre ambassadrice qui, elle, est souvent plus à l'écart et qui est là plutôt pour assurer la sérénité au sein du groupe. Donc elle est plus tournée vers le groupe et que le centre soit suffisamment serein et que la communication se passe bien. Et puis les deux autres sont plus tournés vers l'extérieur, protégés de l'environnement extérieur qui pourrait venir perturber leur quiétude. Les lamas, ils communiquent d'une manière exceptionnelle puisque ça se passe par le souffle, ça se passe par les oreilles, par la queue aussi. Et puis les lamas, ils ne supportent pas le conflit. Donc ça veut dire qu'il y a une communication tout le temps qui passe soit par le crachat. Donc le crachat, c'est une manière de communiquer sur les choses négatives. Le petit crachat qui permet de régler les affaires courantes. Ou alors les gros conflits qui pourraient être de l'ordre de « tu prends vraiment trop de place, tu m'envahis ». Et là, c'est le gros crachat qui va être cherché. Bijou lève la tête à ce moment-là. C'est souvent elle qui rétablit ça. Si l'une d'entre elles prend trop de place ou n'accorde pas assez d'importance aux émotions de l'autre, par exemple, elle va sortir le gros crachat. Et ça, c'est pas terrible. Donc là, tu parles de ces crachats dans la relation entre eux. Exactement. Et alors, par rapport aux gens qui viennent aux ateliers ou aux enfants, où j'imagine qu'il y a aussi tout ça qui se met en place? Alors le crachat, c'est pas envers l'être humain parce que les lamas elles savent comment nous on est, qui on est. Par le bisou, tout à l'heure on pourra peut-être avoir un bisou, mais je pense sans les micros. Elles vont peut-être venir te faire un bisou parce qu'elles ne te connaissent pas encore. Et selon ton souffle, elle va savoir qui tu es, à quel moment de vie tu te trouves, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, et selon laquelle va venir te faire le bisou et la manière dont elle va se comporter. Elle va très souvent te faire le bisou, c'est une sentinelle qui vient, et ensuite elle va aller ressouffler vers la chef, et selon comment la chef réagit, ça va dire est-ce que tu fais partie de la famille ou pas, et comment est-ce que tu es, quelle est ta personne, quelle est l'énergie que tu dégages à l'instant où elle t'a rencontré. Parce que évidemment, ça peut évoluer. Tout le temps. En général, ça tient, heureusement pour elle, ça tient un peu dans le temps, mais ça pourrait aussi être qu'actuellement, c'est plutôt comme ça, et puis d'ici quelques semaines, tu reviens et ça a un peu été modifié. D'accord. Oh, j'ai trop envie de vivre cette expérience-là. Sans les micros, comme tu dis. C'est très fort. En fait, le lama, il parle le langage du cœur, on dit, donc il vient vraiment chercher ce que tu as au plus profond de toi. Et le lama va se positionner d'une manière différente selon ce que tu lui dégages. Et donc souvent, la sentinelle va prendre ton souffle, va prendre ton énergie et va aller ressouffler vers la chef. Et la chef va mettre peut-être les oreilles en bas, la queue en bas, et ça veut dire que tu fais partie de la famille. Et à partir de là, tu vas pouvoir avoir une relation avec elle et on pourrait partir se balader en forêt, par exemple. Waouh! Ah, j'adore! Tu as bien fait de nous raconter ça, enfin de venir sur le sujet de ces lamas. C'est bluffant. Mais toi, comment tu as appris tout ça alors? En observant, je pense beaucoup. Voilà. Ça, c'est mon métier. Je suis pédagogue spécialisée. C'est peut-être ma carte à jouer sur cette planète. C'est que j'adore regarder, j'aime observer. Et puis, quand je ne comprends pas, j'ai besoin de comprendre. Et de voir cet alpaga qui était là avec cet enfant, pour moi, ça ne pouvait pas juste rester comme ça. Je connais bien le monde des chevaux et je voyais absolument pas la même chose. Et j'avais l'impression d'être maltraitante avec les alpagas parce que je les comprenais pas et du coup, je pouvais pas arriver à leur offrir et couvrir leurs besoins. Et donc, j'ai rencontré une femme extraordinaire, Pamela, qui m'a formée d'abord pour la détention de petits camélidés et ensuite avec qui je me suis formée en zoothérapie éthique. Et
Et en fait, c'était en travaillant avec, en étant tous les jours avec mes lamas que j'ai pu comprendre un petit peu plus ce qui se passait. Et puis, il faut être prêt. Il faut être prêt à rencontrer dans sa vie des lamas parce qu'il faut tous les jours qu'on soit bien dans notre cœur pour que Que le lien il puisse se... soit bon, quoi. Enfin, il soit... Exactement. Et puis, ce que j'ai remarqué avec les lamas et avec les enfants que j'accompagne, c'est que, par exemple, nos élèves qui sont sur le trouble du spectre autistique, par exemple, eux, ils n'ont pas besoin de code. On n'a rien besoin de leur expliquer. La rencontre se fait. Et puis, le bisou, c'est la même chose chez les personnes TSA que chez les lamas. Et souvent, ça nous met les frissons, ça nous montre qu'il y a quelque chose, il y a un fluide qui est naturel chez eux. Et grâce à mes élèves, très souvent, j'ai une meilleure compréhension de mes lamas. Et parfois, si je suis j'ai fait fausse route avec mes lamas, c'est mes élèves qui ont montré. Et alors moi, j'ai juste un peu bugué entre les alpagas et les lamas, parce que du coup, au départ, c'était des alpagas, donc ils sont partis. Ou alors, les alpagas et les lamas, ils fonctionnent de la même manière, plus ou moins? Oui, tout à fait. C'est la même famille. J'ai eu une confusion là. C'est des petits camélidés. Donc, par exemple, si vous allez faire ce beau voyage au Pérou, vous allez voir des guanacos, des vigognes, donc à l'état sauvage. Et puis, dans les petits camélidés, il y a aussi les alpagas et les lamas. Les lamas, on les reconnaît avec leurs oreilles en forme de banane, et les alpagas ont plutôt des oreilles triangulaires, un peu comme les chats. Et donc, dans l'autre ferme, on avait 2 alpagas, et puis à la ferme de Londna, on a 3 lamas. Et vous avez choisi plutôt des lamas pour une raison particulière, ou ça s'est placé comme ça? Ça s'est placé sur notre chemin comme Vas-y, ça. raconte, j'adore. Je suis sûre que c'est une chouette histoire. Raconte-la. Oui, c'était assez impressionnant. Je suis vraiment tombée par hasard sur le numéro d'un éleveur de lamas. Et puis on est parti avec mon mari et mes 2 petits garçons. Il faisait super froid, il neigeait. Et on est arrivé dans une ferme où il y avait tout ce petit monde qui était en train de manger. Et en fait, mon fils a rencontré Bijou et Brigande. Et il a tout de suite dit, c'est elle. C'est elle. C'est elle. Et c'était clair et net. Il n'y en avait pas d'autres, alors qu'il y en avait tout plein d'autres. Et que nous, on était un peu envahis par tant d'informations. Il y avait des chevaux, il y avait plein d'agitation. Mais mon fils les a vraiment dit, c'est les 2 là. Elles sont arrivées, on a appris à les connaître. Mon plus petit garçon, il s'est mis à marcher en tenant la corde des lamas quand on partait en forêt. Et puis Ophélia est venue nous rejoindre en avril l'année passée, un peu par hasard, puisque il y avait un problème de communication entre nos 2 lamas. On accueille aussi parfois des jeunes en rupture scolaire. Et il est arrivé que l'année passée, on a accompagné pendant 6 mois un jeune homme qui vivait des moments compliqués avec beaucoup de colère. Et il semble que notre Bijou a jour après jour accumulé cette colère et qui n'arrivait pas à trouver un moyen d'apaiser ni le jeune ni elle-même. Et donc ça a créé un fossé entre Brigande qui, elle, est la protectrice de l'extérieur et qui disait « Allez Bijou, il faut y aller, quoi. Maintenant on y va ». Et puis Bijou qui se laissait peu à peu couler. Et donc ça a mis un froid entre les 2. Elles ne communiquaient plus correctement. On a observé des moments où elles étaient désespérées l'une et l'autre. Et donc j'ai rappelé ma sauveuse Pamela en lui disant qu'est-ce que je fais. Et puis je lui ai proposé plusieurs choses. Puis elle m'a dit mais peut-être bien qu'il te faut un 3e lama. Alors je lui ai dit je te laisse lancer le réseau autour de toi. Tu connais plein d'éleveurs qui sont super. Et donc là est arrivée notre petite Ophélia, où voilà, l'éleveuse avait pris la décision le samedi et moi je l'ai contactée le dimanche. Et donc Ophélia est arrivée, et depuis qu'Ophélia est là, c'est beaucoup plus équilibré. Et Ophélia, elle fait un travail mais gigantesque à la ferme, autant avec les élèves qu'entre les lamas. Et ce qui est assez époustouflant, c'est qu'elle a été dans 2 élevages différents, Ophélia. Elle a eu un premier chemin de vie qui était compliqué. Elle a eu pas mal de troubles du comportement.
Et en fait, chez nous, elle est juste en équilibre et c'est trop beau. Et donc, elle comprend aussi les moments de vie qui sont plus compliqués. Elle comprend les personnes qui vivent des moments plus complexes. Et avec toute son authenticité et puis son côté un peu artiste foufou, des fois, elle nous fait des choses qu'on n'imagine pas. Et puis, ça fait rire tout le monde. Ça apaise, ça allège. Et c'est juste hyper, hyper chouette. Waouh, extraordinaire. Oh bah merci pour ce partage. Ok, est-ce qu'il y a autre chose, Valentine, que tu aimerais partager ou qui est importante pour toi, peut-être par rapport aux autres animaux ou à quoi que ce soit, avant de conclure? Ben, moi, je suis très contente comme ça. On peut juste aller au bord du ruisseau si tu veux observer un peu ce qui s'y passe. Volontiers. Et puis, on dit à tout à l'heure au lama. Alors là, on passe par le sentier pieds nus. Donc ici, nos élèves peuvent apprivoiser les différentes textures. Donc on a devant nous, là, je vais juste décrire, tant bien que mal, 1, 2, 3, 4, 5 boîtes en bois, si on veut bien, avec de la paille dans le premier, de l'herbe dans le deuxième, de la sciure visiblement dans le troisième, des pierres assez grandes dans le quatrième et du sable gravier. Ah non, il y en a encore un de plus. Sable gravier dans le cinquième et il y en a un sixième avec des branches de sapin. Exactement. Donc là, les gens viennent à pieds nus. C'est ça. Dans ce parcours. Et puis le dernier, c'est les pieds dans le ruisseau. C'est les pieds dans l'eau. Exactement. Et oui, donc ça nous amène au ruisseau. Et ça, c'est l'endroit clé lorsque on a beaucoup d'agitation dans notre cerveau. Ça nous permet de pouvoir libérer certaines tensions et puis laisser couler ce qui a à couler. C'est un lieu que nos élèves apprécient particulièrement puisque souvent on y fait des petites rencontres avec les oiseaux. Voilà, je partage un peu le bruit du ruisseau. Alors, je crois qu'on a fait un peu le tour, en tout cas pour une partie. Merci pour tous ces partages, pour cet enthousiasme, pour cette passion, pour ce que tu offres au monde. Enfin, c'est un grand waouh pour moi, vraiment. Merci de tout cœur. Merci à toi pour ta curiosité, ton intérêt et puis pour tes questions qui ont permis de décrire ce petit lieu bucolique. Magnifique. Alors, venez le découvrir. J'espère que les auditeurs, auditrices auront envie de venir te voir ici ou de t'aider financièrement, on va savoir. En tout cas, merci aussi à vous toutes et tous d'être là et d'écouter Bibloom Podcast. Ça me touche toujours beaucoup. Alors, reste à vous envoyer tout plein d'amour. Plein d'amour et puis un souffle tout serein des lamas. Voilà. Merci.